Saha, je commencerai bien sûr par remercier l'Université de Bjaya pour avoir pris cette initiative remarquable d'organiser cette rencontre à l'occasion du centenaire de l'étoile nord-africain. C'est une date qui risquait de passer inaperçue chez nous. Mais il y a eu des initiatives quand même, et cette première initiative est encourageante. Et nous remercions donc de tout cœur l'Université de Bjaya. Et évidemment, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui et très fiers aussi de pouvoir échanger sur ces questions-là. Ce que je peux ajouter, c'est qu'à ma connaissance, il y aura certainement une deuxième rencontre en juin qui se tiendra au CRAS Cahorran autour de la même question. Et j'espère que ça ne se limitera pas à cela, parce que ça ne suffira pas malheureusement pour donner à l'événement toute l'ampleur qu'il mérite. Et cette année, ce n'est pas seulement le centenaire de l'étoile nord-africaine, c'est le centenaire de la naissance de Fanon, par exemple. Voilà, c'est le 90e anniversaire du Congrès musulman. Il y a beaucoup de dates marquantes auxquelles nous n'accordons pas malheureusement toute l'attention voulue. Et cela nous renvoie à une autre question, celle du statut de l'histoire dans notre société, dans notre pays. Alors on a tendance à dire à parler du procès de l'histoire. L'histoire n'a pas de procès. L'histoire est un process, c'est-à-dire un devenir. Mais il n'y a pas de tribunal. C'est un lieu de débat critique où tout le monde a le droit à la parole, surtout les absents. Alors, effectivement, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ne sont pas là. Mais là, il y a quand même des méthodes pour ne pas tout faire, mais pour faire certaines choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'historiens. Et c'est pour ça que, maintenant ceci dit, l'histoire ne fonctionne pas dans toutes les sociétés. Dans l'histoire de l'humanité, l'histoire comme process, l'histoire comme discipline académique intervient à certains moments, pas dans tous les moments. Ce qui est universel, c'est la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire les représentations générales que les classes sociales, les sociétés se font d'elles-mêmes. Et toutes les sociétés humaines sont passées par la mémoire. Quand on voit les fresques du Tassili, c'est un travail de mémoire. Voilà. Quand on polémique, c'est un travail de mémoire. Mais la mémoire, ce qu'elle a, c'est qu'elle est sacralisante. L'histoire ne sacralise pas. Elle est critique, elle laïcise. Mais la mémoire sacralise. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est tout à fait légitime que les sociétés se créent des mythes de fondation, des mythes fondateurs, et se créent une mémoire. Mais cela n'empêche pas que les historiens ont besoin d'espace pour travailler. Et les espaces n'existent pas partout. Elles apparaissent à des moments donnés dans l'histoire des sociétés humaines. Voilà, ce n'est pas par hasard qu'on retrouve à certains moments de l'Antiquité et pas d'autres. Ce n'est pas par hasard qu'au Moyen-Âge, il y a quelques problèmes. Ce n'est pas par hasard que nous aussi, nous avons des problèmes dans le rapport à
la pratique historienne. Donc ceci, le tout est de le reconnaître et de faire la différence avec ce qui relève de la mémoire. La mémoire a la tendance à sacraliser, on privilégie certains faits, on a tendance à oublier d'autres faits. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'histoire. Ceci dit, je voudrais quand même me présenter aussi. Pour ma part, je suis à l'origine sociologue, mais j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes d'histoire et de mémoire. Je me suis intéressé notamment aux représentations que notre société se faisait d'elle-même, à travers, par exemple, l'étude des manuels scolaires, mais pas seulement. Hein. Et je me suis intéressé aussi un peu aux courants idéologiques qui ont traversé l'Algérie et toute cette région qu'on appelle plus ou moins le Maghreb, le monde arabe. Et je me suis intéressé à un courant en particulier, le mouvement communiste dans le monde arabe. J'avais commis une thèse sur cette question-là. Comment en suis-je arrivé à l'étoile nord-africaine? Alors évidemment, tout au long de mes travaux, de mes échanges avec mes collègues, des échanges dans le cadre de notre société, il est apparu que l'étoile nord-africaine occupait une fonction importante. C'est une matrice importante. L'étoile nord-africaine a attiré mon attention et j'ai retravaillé dessus depuis cette dernière année. Pourquoi? Parce que on a beaucoup parlé de Omar Carlier aujourd'hui. Nous avions organisé au CRASC un hommage à Omar Carlier. Et puis moi, j'ai voulu intervenir sur un article que Omar Carlier, ça a été signalé par Stora, avait écrit en 1972 dans la revue algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques, édité par la faculté de droit et des sciences économiques d'Alger. Et cet article, je ne dis pas qu'il soit passé inaperçu à l'époque, mais il a été pratiquement oublié, comme des tas d'articles qui restent dans des revues, dans des bibliothèques, et certains l'ont lu, mais pas tous, et puis ça fait plus de 50 ans que cet article a été commis. Et moi, je me souviens du moment où il écrivait cet article. Et je me souviens notamment du moment où il était en train de corriger les épreuves que lui avait renvoyé la revue algérienne. Et donc, j'avais à l'époque lu cet article et je voulais le relire et voir ce qu'il en est 50 ans après. Il avait fait une très bonne synthèse et il avait pratiquement fait l'état de la connaissance à l'époque. L'état de la connaissance à l'époque. Et donc, j'ai repris cet article et je l'ai essayé, peut-être pas tout à fait de le mettre à jour, mais de faire un point sur le chemin parcouru depuis lors. J'ai un papier que je diffuserai le moment venu, hein, mais ce que je pourrais dire, c'est que je vais vous donner quelques éléments. À quoi s'intéresser Carlier notamment, il va essayer de réfléchir sur ce qu'il appelle la première étoile nord-africaine. C'est quoi la première étoile nord-africaine? Je ne veux pas reprendre un peu ce que Stora vient si brillamment de présenter, mais je dirais juste quelques mots si vous voulez. La première étoile nord-africaine, c'est celle qui a existé, qui a été instituée en quelque sorte entre 1926 et jusqu'à la fin de 1929, lorsqu'elle a été dissoute. Après, dans les années 30, il va y avoir d'autres péripéties avec ce qu'on pourrait appeler une deuxième étoile nord-africaine,
avec des éléments de rupture par rapport à la première étoile nord-africaine, et avec, en plus de ces éléments de rupture, la création d'une nouvelle tradition. Le principal élément de rupture, c'est la création, en quelque sorte, d'une tradition, disons, nationaliste. Nationaliste, ça ne veut pas dire forcément seulement indépendantiste, parce que des indépendantistes, il y en a eu avant l'étoile nord-africaine. C'est très clair. Il y en a eu, y compris dans les débuts des années 20, on trouve ça dans certaines déclarations, dans certaines campagnes électorales, etc. Quand on retrouve certains textes de la région communiste d'Algérie de 1924-1925, on trouve déjà cela. Mais cela va apparaître avec force avec la première étoile nord-africaine. Et on le met au compte de Messali. C'est vrai que c'est Messali qui a fait le discours, mais c'était le programme de l'étoile nord-africaine, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est le programme de l'étoile nord-africaine, et je crois que c'est la même matrice qui est à l'origine de cette demande d'indépendance qui commence à l'époque. C'est lui qui a fait le discours parce qu'il était à l'époque secrétaire général avec Chadli Khairallah Ben Mustafa, qui était le président, un jeune. Et tous les deux étaient les plus jeunes de la délégation de l'ENA au congrès de Bruxelles. C'était les plus jeunes, et ils ont été, Haji Ali Abdelkader s'est désisté pour que Khairallah puisse devenir président. Haji Ali Abdelkader est né, je crois, en 1894. Plus que cela, il avait 40 ans, plus de 40 ans, quand Messali et Khairallah, qui étaient nés la même année, avaient en 1927, ils avaient 29 ans, voilà. 29 ans, c'était les plus jeunes. Et le discours de Khairallah était porté sur la Tunisie, et le discours du secrétaire général Messali portait sur l'Algérie. Alors effectivement, le discours de Khairallah n'a pas laissé de postérité en quelque sorte. On le connaît peu et on a tendance un petit peu à l'oublier pour des raisons qu'on peut voir par la suite. Ceci dit, l'étoile nord-africaine apparaît dans un terreau, ce que nous explique Carlier et ce que nous expliqueront beaucoup d'historiens après lui. Voilà, les historiens. C'est un terreau, c'est l'émigration algérienne en France, dans un contexte de crise du système colonial, qui va se traduire donc par une immigration massive, et qui remonte au début, à la fin du 19e, début du 20e siècle, et notamment à la Première Guerre mondiale. Voilà, après la Première Guerre mondiale, les militaires ont été massivement, on a enrôlé beaucoup d'Algériens dans la Première Guerre mondiale, et ensuite pour la reconstruction, il y a eu beaucoup d'émigrés qui ont été en France. Donc dans un contexte de crise de ce système colonial, sinon on ne comprendrait pas grand-chose. Et on ne comprendrait pas grand-chose aussi à cette idée d'émergence du mouvement national. C'est vrai qu'il y a eu des résistances depuis 1830, toutes les sociétés résistent d'une manière ou d'une autre, seulement avec le développement du système capitaliste à l'échelle mondiale, un ordre bourgeois va se constituer, le marché mondial se constitue, et l'Algérie est intégrée là-dedans. Est intégrée, et ça va casser toutes les structures traditionnelles qu'il y avait en Algérie, à l'intérieur, par ce mouvement de population, par le déracinement de la paysannerie et par de nouvelles activités économiques. Et petit à petit va émerger cette idée de conscience nationale sous sa forme moderne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conscience patriotique avant, ou de conscience nationale sous une forme plus traditionnelle. Mais les nations modernes émergent un peu partout. Le modèle de l'État national se généralise. Voilà, depuis l'Europe
à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il va se généraliser partout. Et il va gagner effectivement l'Algérie, cette demande nationale. Et ça va se passer en France, je t'aurai expliqué pourquoi. Et le mouvement communiste va jouer un rôle important. Il n'est pas le seul. C'est Estora qui, dans un débat avec, je pense, avec Kamal Swidi, c'est ça un petit peu, un débat avec Kamal Swidi, citait le Sharaf. Voilà. Et le Sharaf disait comment s'est constituée l'étoile nord-africaine. Il dit, bon, il y a eu une rencontre entre plusieurs éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Il y a un marxisme superficiel, il y a un algérianisme sentimental, et il y a un islam sommaire. Mais la structuration va se faire dans le cadre des rapports nouveaux qui se constituent à l'échelle mondiale, et ça, on ne peut pas écarter le rôle de la Troisième Internationale. La Troisième Internationale va jouer un rôle extrêmement important là-dedans. La Troisième Internationale, vous savez, elle va se constituer en rupture avec ce qu'on appelait à l'époque la Deuxième Internationale. Après la Révolution russe, et que va reprocher Lénine et que vont reprocher les partisans de la Troisième Internationale, la Deuxième Internationale, ils vont leur dire, vous avez pratiqué du nationalisme. Quand il y a eu de la guerre, vous étiez des partis socialistes, mais chacun est parti faire la guerre à ses voisins et vous avez soutenu ce processus. Donc vous n'êtes plus internationaliste. Or, le mouvement ouvrier est par essence internationaliste. Voilà. Le mouvement ouvrier est par essence internationaliste et c'est à ce moment-là que la Troisième Internationale se constitue et on va voir une évolution de la révolution russe, une tentative d'extension du mouvement révolutionnaire à travers l'Europe. Vous avez des trucs en Allemagne, les spartakistes, en Hongrie, en Finlande et dans d'autres pays, mais à partir dans les années 20, progressivement, il va y avoir un reflux. Donc il faut chercher des alliances ailleurs. Et Lénine va poser le problème, la Troisième Internationale va poser le problème des mouvements nationaux. Les mouvements nationaux, c'est aussi un mouvement anticapitaliste, anticolonial fondamentalement. Donc il faut s'appuyer sur ces mouvements nationaux. Alors, certains vont dire, ces mouvements nationaux sont bourgeois. Sont bourgeois, et donc il faut les combattre. Et tous les nationalismes sont bourgeois. Troisième Internationale, des thèses vont être discutées, et une des thèses qui va être discutée, ça va être que tous les nationalismes ne sont pas forcément bourgeois, même si il peut y avoir une bourgeoisie progressiste, et il y a une bourgeoisie plus réformiste et plus marquée, disons, un système de domination qui veut reconstituer les États, mais dans son propre intérêt. Mais par contre, vous avez des bourgeoisies éclairées, vous avez des petites bourgeoisies, vous avez des paysanneries qui commencent à jouer un rôle extrêmement important, et surtout dans des pays où n'existe pas la classe ouvrière. Donc, il faut trouver des réponses spécifiques. Il va y avoir à ce propos une polémique très connue entre Lénine et Rosa Luxembourg, notamment, sur cette question-là. Sur cette question. Et à partir donc du deuxième congrès de l'internationale communiste, on va mettre en avant, en 1920, cette question-là. Et on va imposer au Parti communiste de combattre le colonialisme. Non seulement le colonialisme des autres, mais le colonialisme de leur propre pays. C'était la 8e condition. La 8e condition. Et on va nouer des contacts avec tous les mouvements nationaux qui se constituaient dans le monde. On va regarder de manière sympathique ce que fait Kemal Atatürk. On va regarder de manière sympathique. Évidemment, on va encourager Abdelkrim Khattabi et l'insurrection du Rif. Il y avait à l'époque l'insurrection de Damas. Il y avait encore des tentatives d'alliance en Chine entre le Parti communiste chinois et un parti nationaliste à l'époque de Sun Yat-sen notamment, et pour constituer en quelque sorte une sorte de front et plus ou moins progressiste. Tout cela va marcher jusque dans les années 26-27.
la rupture va s'opérer. Pourquoi? Parce qu'après, on va se rendre compte que, vous savez qu'en 1925-26, c'est Sun Yat-sen, il décède, c'est Chiang Kai-shek qui prend le Kuomintang en main, et le Kuomintang va se retourner contre les forces de gauche, et notamment contre le Parti communiste. Et ça va être les massacres des communistes à Shanghai. Et de même, Atatürk, il est une politique qui était au début encouragée, puis qui sont passés à droite. Voilà. Et vous avez la même chose pour d'autres personnages, comme Shakib Arslan. Voilà. Et l'internationale va changer de tactique. Elle va dire cette histoire de l'alliance avec les bourgeoisies nationales, ça ne marche pas. Il faut faire attention au nationalisme. Le nationalisme bourgeois va renaître. Et au contraire, il faut revenir à la période, à la lutte, à la ligne tactique classe contre classe. Ça va être le congrès, le 6e congrès de 1927 de l'Internationale communiste. Et tout cela va avoir un impact sur l'ENA. Tout cela va avoir un impact. Pourquoi? Parce que l'ENA se constitue comme organisation dans l'antre de ce qu'on appelait l'Union intercoloniale. L'Union intercoloniale, c'est une organisation qui se constitue en France et qui regroupe par région, par sphère. Vous avez les Africains et Antillais, vous avez les Indochinois, et c'est là où apparaît déjà à l'époque Ho Chi Minh, qui ne portait pas ce nom encore, c'était le Guyane Haïkok, et d'autres organisations. Et à partir de 1921, va naître la branche, la section nord-africaine, sous l'impulsion justement de Hadj Ali et d'autres. Et ils vont organiser un certain nombre de manifestations qui vont aboutir à l'organisation au congrès des travailleurs nord-africains de 1924. Et petit à petit, cette section nord-africaine va constituer un petit peu le réceptacle de l'émergence de l'étoile nord-africaine. Et c'est des cadres qui tournaient autour de la CGTU, autour du PCF, autour de l'Internationale communiste, autour de l'Internationale socialiste rouge, autour de l'Internationale des jeunes qui organisaient et qui s'étendaient surtout des pays et qui tendaient à s'étendre dans les pays coloniaux. Et c'est dans ce contexte-là que se constitue la première étoile nord-africaine. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a des personnages extrêmement importants qui ont joué un rôle là-dedans et qu'on a oublié complètement. La deuxième étoile nord-africaine a complètement noyé la première étoile nord-africaine par des effets de mémoire. Alors qu'il y a des personnages extrêmement importants qui ont joué un rôle. Et ça a été la cheville ouvrière qui va être à l'origine de quoi qu'on pense. On parle beaucoup en termes de rupture entre les deux étoiles nord-africaines, mais dans la pratique, il y a une continuité. Le seul problème, c'est que dans le mouvement communiste, il y a un changement tactique. Et effectivement, ça se traduit aussi au sein du PCF qui offrait la logistique, qui donnait les imprimeries, qui donnait les moyens. Seulement le PCF lui-même était en crise. Et il était pourchassé par la police. Et il y a même des scissions à l'intérieur. Donc il n'avait plus la possibilité d'intervenir. Et cette nouvelle ligne de 2017 a créé des problèmes. Voilà. Je ne m'étends pas plus, j'aurais voulu parler un peu plus de certains personnages comme Mohamed Marouf ou comme le Khal ou comme Aziz Menouar ou Hadj Ali et d'autres qui sont de la première étoile nord-africaine mais qui n'apparaîtront pas dans la deuxième étoile nord-africaine, qui sont complètement mises à l'écart. Seulement, il faut que je termine sur ça parce que je m'excuse, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Dans cette première étoile nord-africaine, une sensibilité va apparaître. Disons qu'on peut traiter de national
de national parce que ce sont des gens qui ont été en contact avec les débats qui avaient lieu à Moscou. Et à Moscou, il y a eu des lignes différentes qui se sont affrontées. Des lignes comme celle de Roy qui considérait qu'il fallait s'appuyer seulement sur la paysannerie, pas sur les bourgeoisies ni les petites bourgeoisies, et au contraire celle de Sultan Galiev. Sultan Galiev, qui était un tatar ou un bashkir, voilà, et qui est recruté au commissariat du peuple aux nationalités avec Staline, et qui va mettre en avant l'idée d'un communisme musulman. Il va dire qu'il y a une spécificité dans les pays musulmans. Et il faut en tenir compte. Et il va mobiliser les Tatars, les Bashkirs dans la lutte contre les Russes blancs et contre l'amiral Kolchak. Ils vont jouer un rôle extrêmement important. Ils vont avoir même un État indépendant, un État autonome qui va se constituer. Avec le changement de ligne, les choses vont se retourner contre Sultan Galiev. Et à ce propos, Carlier parle d'un sultan galievisme algérien qui subsisterait jusqu'à maintenant, en s'appuyant un petit peu sur les travaux de Abdallah al-Aroui, qui lui parlait de marxisme objectif. Il dit dans les pays arabes, dans l'idéologie arabe contemporaine, il y a un marxisme objectif, et que Maxime Rodinson avait déjà présenté sous la notion d'idéologie implicite. Donc il y aurait un sultan galievisme qui s'explique par l'origine plébéenne, c'est la notion et de Harbi du nationalisme algérien, qui s'expliquerait par ce qu'on appelait le nationalisme populaire, le nationalisme révolutionnaire, le nationalisme plébéien, et qui va aboutir, bien sûr, sur les références. Vous voyez, République algérienne démocratique et populaire, ça vient d'où? Vous voyez l'État social, ça vient d'où? Vous voyez l'attraction de Fanon et d'autres, ça vient d'où? Il y a une suite. Ben Bella va se rappeler de Fanon, de Galiev. Il va dire, je m'intéresse à Galiev. Boumediene va aller à l'ONU en 1974 et parler des nations prolétaires. Donc il y a une évolution qui a transité par Bandung, mais qui a été reprise dans le programme du mouvement nationaliste. Ça veut dire que la rupture avec le mouvement communiste n'est pas aussi fondamentale qu'on le dit tout le temps. Voilà. Je m'excuse d'avoir été lent puisque je dois m'arrêter. Je vous remercie pour votre attention.